Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Myriam. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement pour ta 3e grossesse. Eh oui. Alors Myriam, toi, tu as déjà un témoignage d'accouchement dans le podcast. C'est la deuxième fois que tu viens témoigner pour une nouvelle grossesse cette fois-ci. Tu avais déjà participé à Objectif Naissance pour ta 2e grossesse. Tu avais vécu un AAD et vous pouvez retrouver l'histoire dans l'épisode numéro 6, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le 2e accouchement de Myriam. Et donc là, tu as eu un 3e bébé, tu es revenu dans Objectif Naissance et tu reviens témoigner de ton accouchement. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, du coup, comment ça s'est passé pour toi, cette 3e grossesse? Pour ton 2e, tu as vécu un AAD. Est-ce que pour cette 3e grossesse, vous repartiez sur le même projet ou pas? Alors, sur le 3e bébé, on avait comme projet aussi de l'accueillir à la maison. Et puis, financièrement, c'était pas possible après presque 2 ans de congé parental. Donc, on était parti sur un enfantement libre. J'en avais discuté avec mon homme et il était OK. Bien sûr, si tous les voyants étaient ouverts. Donc la grossesse a commencé. Et puis, lors du tout premier examen, première prise de sang, premier examen à 9 semaines, j'apprends que je fais du diabète gestationnel. Donc, pour moi, c'est un gros coup dur. Je me dis que c'est pas possible. J'ai des gros doutes sur cette prise de sang, mais bon, au final, j'irai pas plus loin dans les investigations. Et un petit peu naïvement, je m'embarque dans avec cette étiquette de diabète gestationnel. Donc, la grossesse commence comme ça. Elle est vite traitée avec de l'insuline. J'ai des valeurs qui sont pas vraiment catastrophiques, mais malgré un régime, j'ai du mal à l'équilibrer. Donc, c'est pour ça qu'on part sur de l'insuline lente. Donc, au cours de la grossesse, mon traitement, il va pas mal évoluer. Au début, j'ai des petites doses sur juste de l'insuline lente. Et puis après, vers le milieu, je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est vers le 6e mois, mon endocrino décide de me passer à de l'insuline lente davantage dosée qui dure plus longtemps sur la journée, en plus de la rapide. D'accord. Donc, je continue ce traitement-là. Et en fait, après ça, il s'avère que je suis vachement mal, en fait. Je fais beaucoup d'hypoglycémie, énormément de malaise aussi. En général, c'est entre 2 et 3 par jour de malaise hypoglycémique. Et forcément, ça fait un yo-yo, parce que du coup, je suis obligée de me resucrer. Donc, qui dit resucré dit que j'ai à nouveau mes valeurs qui sont très hautes, et ainsi de suite. Voilà. Bébé qui s'étouffe. Oui, on a oublié de préciser que le petit était avec nous. Oui, voilà, il est là. Le petit Elio est là et il a quel âge? Et il a on est 2 mois et demi, bientôt 3. Voilà, donc il peut y avoir des petits bruits de bébé pendant l'enregistrement. C'est ça. Du coup, cette histoire de diabète gestationnel, ça remet en cause votre projet d'accouchement à domicile seul. Ouais. Papa est pas confiant. Moi, je reste un petit peu dans mon déni parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter cette grossesse avec un suivi comme ça, alors que je le rêvais plutôt cool, justement, pour cette dernière grossesse. Donc, du coup, ça me mine énormément. J'accepte pas ce diabète, j'accepte pas la situation dans laquelle, puis bon, l'état de santé dans laquelle ça me plonge, quoi.
Et c'est donc ma DPA, elle est prévue au 5 avril 2023. Et donc en janvier, début d'année, j'arrive à ras-le-bol un peu de tout ça, de ce traitement et tout ça, et je décide de tout arrêter. Donc j'arrête l'insuline, j'arrête plus ou moins les régimes. C'est surtout que je fais attention à ce que je vais manger. Bon, je me dis que au moins un peu moins de sucre, ça fait pas de mal. Ouais. Voilà. Et finalement, je me retrouve avec des valeurs qui sont quasiment les mêmes que quand je suis sous insuline. À la seule différence, c'est que j'ai plus ces malaises. Donc, du coup, j'ai quand même une fin de grossesse assez sereine. Pour moi, dans ma tête, je me sens mieux. Mais ça plaît pas toujours à mon endocrinologue. Et donc, moi, du coup, je suis un petit peu dans le questionnement à ce moment-là. Est-ce que j'accouche toujours? Parce que, bon, du coup, c'est un bébé qui est encore en siège aussi. Ah oui, À ce c'est vrai. moment-là, il est en siège. Donc, on m'annonce un bébé macrosome, on m'annonce un bébé en siège. Donc, il y a tout plein de choses qui font que je commence à douter. Parce que moi, je suis toujours avec mon projet d'Anna en tête, mais du coup, papa, il est de moins en moins confiant. Donc, au final, j'accepte le compromis de partir à la maternité. Mais là où la question se pose, c'est dans quelle maternité je vais aller. Donc là, je passe jusqu'au mois de mars avec de grosses questions. Moi, je suis pas très loin de Toulouse. Enfin, pas très loin. Du coup, je suis quand même à 1h30 de Toulouse, on va dire. Mais j'ai une maternité de niveau 1 qui est quand même relativement, quand même assez branchée physio. C'est celle que j'ai choisie pour accoucher. Mais qui finalement, sur un bébé en siège, on répond pas trop à mes questions. Donc en fait, là, pendant 2 mois, je suis vraiment dans de gros questionnements. J'ai pas trop de réponses. Comme c'est une maternité publique, on me propose pas de suivi gynéco parce que j'ai déjà un suivi sage-femme en libéral. Donc cette fin de grossesse, elle est un petit peu remplie d'angoisse, quoi. Où je vais accoucher, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer. Et puis bon, finalement, je décide d'appeler la maternité et de leur expliquer mon cas. Et j'insiste pour avoir un rendez-vous plus tôt que prévu. Parce que eux, ils estiment qu'à partir du 5 avril, du 5 mars, c'est OK pour prendre rendez-vous et commencer à terminer le suivi. Bon, je gagne juste 15 jours, mais j'ai rendez-vous mi-février. Donc, à ce rendez-vous mi-février, j'expose la situation donc, à la sage-femme que je vois. C'est une sage-femme du service, c'est pas une sage-femme cadre. Pour elle, un bébé en siège, c'est pas un souci. Donc déjà, je suis vachement rassurée. Je pourrais accoucher voix basse, même s'il reste en siège. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est le diabète. C'est un diabète pas équilibré. Il soupçonne un bébé macrosome, bien que le deuxième, il faisait 4 kilos. Donc, pour moi, voilà, ça me fait pas peur non plus. Mais eux, ça leur pose problème. Donc, finalement, j'ai rendez-vous avec un gynécologue. Donc, j'ai rendez-vous avec un gynécologue le 13 mars. Qui, le rendez-vous avec le premier gynécologue, ça se passe bien. On lui explique un petit peu la situation. Il nous explique plus ou moins ce que ça peut poser comme problème, le fait d'avoir un bébé qui fait du diabète. Enfin, voilà. Donc, il nous dit qu'on attend encore 15 jours et qu'avec ça, au bout de 15 jours, voilà, ils décideront, ils me demandent de reprendre mes valeurs parce que là aussi, j'avais arrêté de prendre mes valeurs glycémiques. Donc, ils me demandent de recommencer mon suivi juste en me faisant un dextro, enfin en me piquant, sans prendre l'insuline. Je fais toujours semblant que je prends de l'insuline. Ça, ah oui, tu leur as pas dit que tu avais arrêté. Non, je leur ai pas dit que j'avais arrêté. Pour eux, je prends toujours l'insuline, mais j'ai diminué les doses. Alors qu'en vrai, je prends l'insuline que quand j'ai vraiment des repas à risque. Ok. Au début mars, il y a eu mon anniversaire, donc voilà, gâteau, machin, tout ça, bref. Donc voilà un petit peu la fin de la grossesse. Donc bon, mes valeurs, ça ne leur convient pas. C'est toujours pas des valeurs catastrophiques, mais je suis toujours un petit peu au-dessus. Je tourne entre 120 et 130 en postprandial, 2 heures après les repas. Donc ça leur plaît pas trop. Donc,
pratiquement 15 jours avant la date de mon terme, ils me posent le déclenchement. Donc, ils ont fait une réunion d'équipe et j'ai la gynécologue de l'hôpital, une des gynécologues de l'hôpital qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a fait la réunion aujourd'hui, on a décidé, vous aurez le déclenchement le jeudi 23 mars. Donc, vous pouvez vous présenter entre 8h et 8h30 à l'hôpital, à jeun, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, on va faire les examens et puis on commencera le déclenchement. Donc, mon téléphone, je suis un peu sonnée, quoi. Donc, on ne te demande pas ton avis. Voilà. Je suis un petit peu en colère, je suis un peu sonnée, je sais pas trop quoi lui dire. Et au téléphone, je dis, oui, mais non. Comment dire, est-ce qu'il y a possibilité, avant le jour J, qu'on puisse se rencontrer, que vous m'expliquiez les vraies raisons, que je puisse avoir du coup une explication sur comment ça va se passer, quoi. Parce que voilà, vous me demandez de me présenter dans 10 jours et puis je sais pas ce qui va arriver. Donc clairement, je sens au téléphone que ça la dérange grave. Donc bon, elle accepte à contre-cœur de me donner un rendez-vous. Et quelques jours après, donc au final, on y va. Et en fait, ça se passe très mal, quoi. Enfin, moi, déjà, quand elle m'a posé ce rendez-vous, j'ai eu une grosse angoisse. J'étais là, je me suis posé 50 000 questions. En quoi ça consiste un déclenchement? Comment ça fonctionne? Pourquoi? Dans quelles conditions je vais avoir ce déclenchement? Quels sont les risques pour moi et bébé? Et si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, j'ai tout un tas de questions qui me trottent dans la tête, quoi. Et puis au final, au cours du programme, quand même, les mamans d'Objectif Naissance qui ont eu un déclenchement, ça s'est pas toujours bien passé. C'était pas des histoires super fun. Donc moi, du coup, je commence vraiment à flipper, quoi. Et j'avais l'espoir au moins qu'on me laissera aller jusqu'au bout, surtout que les 2 premiers, ils étaient arrivés assez rapidement, bien avant l'heure. Donc je me suis dit que ce troisième, il dérogerait pas à la règle et il arrivera avant. Donc je me dis, ça sert pas à grand chose d'avoir un déclenchement. Enfin bref. Donc on va à ce rendez-vous, ça se passe pas bien du tout. On se prend la tête avec la gynécologue qui nous prend vraiment de haut. On a l'impression qu'on est qu'on est débile en fait. Elle nous explique, en gros, nous on lui demande quels sont les risques si on n'accepte pas le déclenchement, ou du moins si on accepte le déclenchement, là actuellement j'ai un corps qui est pas prêt, j'ai un bébé qui est pas prêt non plus, donc quels sont les risques? Et elle, en fait, elle nous explique que les risques, c'est que mon bébé meurt parce que je vais avoir un gros bébé et que je fais du diabète et que une fois que le bébé va naître, il est possible qu'il fasse une hypoglycémie et que dit hypoglycémie chez un nouveau-né, c'est la mort. En gros, je résume, mais pas violent du tout. Voilà, très clairement, c'est ce qu'elle nous explique, quoi. Donc, donc moi, je dis que je suis pas d'accord avec ça parce que je suis quand même consciente. Et en plus, je lui dis clairement, je lui demande de me dire, mais en quoi ça va consister la surveillance après? Parce que vous me dites, ok, il risque de faire une hypo, mais si bébé tète bien, si bébé mange bien, il n'y a pas de risque. En fait, je pense que mes questionnements lui ont pas plu. Et du coup, voilà, elle nous prend de haut, elle nous prend pour des débiles et clairement, on met en danger de mort notre bébé. Bon, je lui dis que je me laisse quand même la semaine de réflexion, que je viendrai le jeudi matin, on va faire les examens et qu'en fonction de comment ça se passe, on décidera si on accepte le déclenchement ou pas. Ok. Donc, on part comme ça de la maternité. Maman et moi, on est vachement en colère contre la gynécologue, en fait, qui nous a clairement... En fait, on repart de ce rendez-vous, on ne sait toujours pas comment va se passer le déclenchement. Qu'est-ce qui peut se passer dans telle ou telle situation, quels sont leurs protocoles, on ne sait toujours rien. Mais par contre, on repart juste, moi je suis confiante, mais papa il repart juste avec cette peur que bébé peut mourir. On sort du rendez-vous, on est en colère, et moi du coup, mon objectif là, pendant une semaine, c'est de me rassurer,
de trouver des témoignages de mamans qui sont déjà passées par là. Déjà, savoir comment s'est passé leur déclenchement. Bon, après, les déclenchements des mamans d'objectif naissance, c'est pas pour les mêmes raisons. Donc, du coup, pour moi, c'est un petit peu difficile de me projeter, mais j'ai quand même une idée de ce qui s'est passé pour ces mamans-là. Et au final, dans mes recherches, bien évidemment, je trouve pas énormément de mamans qui ont refusé un déclenchement pour un diabète. Ouais, il y en a peu. Hein. Il y en a très peu. Et la seule que je trouve, c'est sur le groupe de l'enfantement autonome. Une maman qui a refusé, pour qui ça s'est très bien passé. Bien entendu, je peux pas faire d'un cas une généralité et je me dis que je cherche encore. Mais finalement, les seules choses que je trouve, c'est sur vraiment des déclenchements et au final, j'en arrive à mes propres conclusions. Déjà, rien que ça, en fait, même si je trouve pas de déclenchement sur un diabète, je trouve les déclenchements. Et mes conclusions à moi, c'est que la plupart des déclenchements qui se passent bien, c'est quand il y a déjà des signes avant-coureurs d'un bébé qui est bien positionné, un corps qui contracte, un col qui est déjà ouvert, voilà. Et moi, dans ma situation, j'ai un col bien fermé, postérieur, un bébé très haut et j'ai aucune contraction. Donc, du coup, sur ce genre de cas de figure, le témoignage que je trouve, c'est que c'est des déclenchements qui finissent avec une avalanche d'intervention qui dure des heures, voire des jours, et des mamans qui souffrent avec des contractions qui sont pas efficaces, mais qui sont très puissantes. Ouais. Donc, du coup, moi, ça me fait clairement peur, quoi. Je vois mon projet d'accouchement physio qui s'envole. Et je me dis que clairement, je vais pas tenir. Enfin, on a beau avoir confiance en nous, on n'est quand même pas des surfemmes, quoi. donc, je me dis que si j'arrive à tenir pour un déclenchement comme ça, ce serait un miracle. Et du coup, clairement, je me positionne à ce moment-là en me disant que c'est pas du tout ce que je veux pour mon dernier enfantement. J'ai eu quand même 2 naissances assez chouettes. La dernière, vraiment magique à la maison. Sans aucun souci, sans rien. Et du coup, là, je ne veux pas finir avec une cascade d'intervention, une potentielle césarienne, alors que jusqu'à présent, j'ai pu l'éviter, puisque même pour un bébé en siège, on ne me la propose pas. Donc, je me dis non, c'est pas possible, quoi. Donc, le jeudi matin arrive. Sans surprise, il n'y a pas de changement. Toujours 0 contraction, toujours le col bien fermé, bien postérieur et un bébé toujours très haut. Donc, du coup, la sage-femme, elle commence à m'expliquer comment va se passer le déclenchement. Et là, en fait, pour moi, il y a une espèce de blackout complet dans ma tête, là, quand elle commence à m'expliquer. Et tout ce que j'ai envie, c'est de fuir, quoi. Courage, fillon. Et du coup, je prends mon courage à 2 mains et je lui dis que, clairement, que ça va pas être possible. Je lui explique les raisons. Voilà, je dis, voilà, on était OK avec papa. Vous me dites qu'aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer par rapport à la semaine dernière, par rapport aux examens. Je dis, voilà, moi, je n'accepte pas le déclenchement. J'ai vraiment peur de la cascade d'intervention qui peut arriver derrière. Je suis honnête avec la sage-femme, quoi. Je lui explique, voilà. Je lui explique mes craintes, mes peurs. Et je lui dis que je suis pas contre le déclenchement en lui-même. Et je comprends les craintes de l'équipe et je comprends, entre guillemets, pour eux, le bien fondé d'un déclenchement. Mais voilà, je lui dis honnêtement, entre nous, j'aurais accepté si les conditions avaient été différentes. Si mon bébé était déjà bien positionné, au moins il appuyait sur le col. Si j'avais même un col ouvert à 1 ou 2 centimètres, peut-être même 1 ou 2 contractions, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, il n'y a rien qui est favorable et je dis, moi, je ne me vois pas souffrir pendant 3 jours, quoi. Donc là, à ce moment-là, tu es à 39 SA, c'est ça? Ouais, je suis à 39 semaines. Ok. Tout juste. Je suis même en plein milieu de ma 39e semaine. Ok. Donc, je suis à peine, je suis à 13 jours de mon terme, en fait. Ok. Ouais, donc proche. Voilà. Donc, c'est là aussi où j'ai expliqué. Je dis vraiment, enfin, on n'est vraiment pas loin du terme. Est-ce qu'au final, il y a une grosse urgence à ce que ce soit fait? Est-ce qu'on ne peut pas décaler à la rigueur d'1 semaine, quoi? Ton bébé était toujours en siège à ce moment-là? Non, il s'est retourné. Oui, il était retourné là. Ouais, et puis finalement, c'est là où je suis bien dégoûtée parce que
quelques temps avant, le gynécologue m'annonce que sur un bébé en siège, ils font pas de déclenchement. Je me dis, Ouais. mince, je t'ai demandé de te retourner pendant un mois et puis là, finalement, on me dit, Une tu veux fois pas te qu'il a retourner à été nouveau? retourné, du coup, ils t'ont proposé le déclenchement. C'est ça. Donc, j'étais bien dégoûtée, ouais. Donc, du coup, elle va exposer tout ça au gynécologue. Et puis, elle revient au bout d'une heure, quoi. Je me dis, mon homme et moi, on se dit, oh là là, c'est mal parti, ça va pas du tout, c'est super long, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'une heure 20, elle revient. Elle a un demi-sourire et je me dis, aïe, non, là, c'est pas passé. Il va falloir se battre. Moi, je suis prête à lui sauter dessus, quoi. Et puis, elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit, bon, c'est OK. Le gynécologue accepte, mais il y a une condition. Donc là, je serre les dents, je me dis, ah, laquelle? Et elle me dit, il est OK de retarder le déclenchement, mais par contre, il veut à tout prix qu'il y ait une surveillance toutes les 48 heures, donc monitoring et toucher vaginal. Bon, sur le coup, quand elle me dit toucher vaginal toutes les 48 heures, alors que j'en ai pas eu un seul de toute ma grossesse, je me dis, c'est moi ou quoi? Mais bon, je relativise et je me dis, je peux rentrer chez moi, on me donne un sursis, c'est pas cher payé, si vraiment, et puis bon, à la rigueur, peut-être voir pour négocier le toucher vaginal, le monito, voilà, mais je pourrais peut-être le négocier. Donc je me dis, ok, pas de souci, j'hésite pas trop longtemps. Et là, mon homme et moi, on s'en va, quoi. Puis, Ouais. ouf, on traîne pas trop. Donc c'est là, sur le chemin du retour, où je suis super contente. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer de joie, quoi. Et du coup, de soulagement, je parle à mon bébé sur la route et je lui dis que j'ai obtenu un sursis et que là, c'est à lui de faire le reste du boulot. Mmh. Je lui demande une faveur, quoi. Je lui dis, voilà, je t'ai obtenu un petit sursis. Maintenant, c'est à toi de travailler. Il faut que tu montres à maman que elle n'a pas eu tort de te faire confiance et que on peut quand même travailler tous les deux main dans la main. Que là, il nous reste plus beaucoup de temps et que malgré tout, s'il tarde à venir, je suis pas, comment dire, je peux pas lui garantir qu'on va faire équipe maman-bébé tous les deux et qu'on sera au top parce que je suis vraiment là, c'est la fin de ma grossesse. Je suis épuisée, je suis carrément au bout de ma vie. C'est clair que cette grossesse, j'avais mal partout, des douleurs horribles. Donc ouais, là, il était temps qu'il sorte. Donc je dis, je t'obtiens un petit sursis, mais je vais clairement, si je souffre encore comme ça, je vais pas le refuser trop longtemps, le déclenchement. Donc c'est à toi de bosser maintenant. Et puis, est-ce qu'il a entendu? Je sais pas. Ça, c'est les croyances de tout un chacun. Mais en attendant, le jeudi soir, après le repas, j'avais ma belle-sœur qui était venue, du coup. Donc, elle était arrivée de Marseille le mercredi. Donc là, il y avait aussi cette pression en moins des enfants et tout ça. Donc ma belle-sœur est arrivée et le soir après le repas, je sais pas, au moment, je m'arrête de manger, j'ai la nausée qui me prend, je commence à avoir envie de vomir, je suis pas bien. Et j'ai besoin de sortir de table et de m'isoler toute seule là dans le salon. Et puis d'un coup, j'ai une grosse douleur au ventre qui me prend. Mais ça me fait une barre en fait. Mais je saurais même pas expliquer cette douleur parce que c'est pas une douleur que j'ai ressentie. J'avais jamais ressenti cette douleur-là avant. Donc au final, j'arrive même pas à savoir si c'est une contraction, si c'est quelque chose de normal, si c'est une douleur pas normale, j'en sais rien du tout. Bref, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de mon petit tapis de yoga et de mon ballon. Donc je vais m'isoler dans le salon. Je souffle quand même pas mal. J'ai envie d'aller à la selle. Et donc, je vais aux toilettes, mais il n'y a rien qui sort. J'ai envie de vomir, mais il n'y a rien qui sort. Mais c'est pas si violent que ça, en fait. C'est vraiment une douleur lancinante. Bon, je me dis au final, peut-être que ça travaille, c'est cool. Et en fait, c'est quand ma belle-sœur qui va se coucher, elle me regarde, elle me dit, oula, toi, ça travaille. Elle me dit, si tu as besoin dans la nuit, je suis là. Bon, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je me dis, va rien se passer. Bon. Et la nuit se passe. Je me mets au lit. Et là,
les douleurs s'arrêtent. Mais par contre, j'arrive pas à trouver le sommeil. Je tournicote dans ma tête, là, je me demande est-ce que c'était des contractions, est-ce que si, est-ce que là. Je sais pas. Donc le vendredi passe et j'ai deux épisodes comme ça dans la journée où j'ai vraiment besoin de m'isoler, de prendre du temps pour moi. Je dors, je suis épuisée. Je dors toute la journée au final. Et j'ai quand même ma belle-sœur qui me demande, je passe aussi ma journée à essayer de trouver une sage-femme pour faire ces fameux monitos sans avoir besoin de retourner à l'hôpital, puisque le gynécologue avait accepté que je fasse appel à une sage-femme libérale. Mais toutes celles que j'appelle, la semaine suivante, elles sont en formation. Okay. Donc, du coup, on se décide avec mon homme de repartir à l'hôpital le lendemain matin. Donc, la journée passe, toujours le même scénario, mais sans plus. Je suis fatiguée, j'ai mal, mais voilà. Donc, par contre, dans la journée dans la nuit de vendredi à samedi, je dors bien. J'ai pas de douleur. Il est mort de rire. Il est mort de rire, ouais. Il sait que ça approche. Voilà. Donc, le samedi matin, j'appelle la mater, je leur explique la situation, que j'ai des petites douleurs, que j'ai toujours pas trouvé sage-femme. Donc, elle me dit, venez, on est tranquille ce matin. Vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. On est dispo pour faire le monito. Donc, on prend toutes nos affaires. Bon, moi, je n'étais pas trop comment dire, je fais le bisou à mon fils. Du coup, on fait le bisou à nos enfants parce qu'il y a mon beau-fils aussi. Et puis, on leur dit à ce soir. Voilà, on prend quand même les affaires au cas où. Et puis, voilà. Donc, on arrive à la maternité. Je leur explique, à nouveau, je renouvelle mon explication, que ça fait 2 jours que j'ai des petites douleurs, mais que je ne sais pas ce que c'est. Donc, elle ne me dit pas de souci, on fait un monito. Et là, sur le monito, 2 petites contractions sur ces fameuses douleurs, du coup, légères, parce que là, je suis allongée, que j'ai ressenties pendant 2 jours. Donc, je me dis, finalement, c'était des contractions. OK. Et elle m'annonce un col ouvert à 1 centimètre. Donc, je me dis, bon, ça a quand même un peu joué. Mais bébé est toujours très, très haut. Donc, elle me dit, à ce moment-là, ce que je vous propose un truc, c'est soit vous rentrez chez vous, soit pendant 1 heure, vous allez marcher et puis on refait un petit contrôle. Moi, en sachant qu'on est à 40 minutes de la mater, je me dis que je préfère attendre 1 heure, voir, et à la rigueur, on rentre à la maison s'il n'y a pas de changement. Mais voilà, quitte à y être, donc pendant 1 heure, on va marcher, on fait le tour de la maternité. Là, j'ai à nouveau mes douleurs qui reviennent, qui me font pas mal souffler quand même. Et bon, je suis contente aussi parce que là, je suis un peu excitée en me disant, enfin, finalement, son monito, c'était des contractions. Donc, ouais, j'ai mal. Ça me fait un mal de chien, mine de rien. Mais c'est des contractions, donc c'est cool. Donc, ça veut dire que si ça continue comme ça, je vais peut-être éviter le déclenchement. Donc, je suis contente. 1 heure après, on revient. Et effectivement, nouveau contrôle. Là, il y a à nouveau des contractions au monitoring. Et je suis dilatée à 1,5 cm. Presque 2. Elle me dit 1,5 cm large. Et bébé est descendu. Donc, il est à mi-chemin, d'après ce qu'elle me dit. Donc, là, pour moi, c'est cool, quoi. Donc, elle va en référer à la gynécologue qui est là, la fameuse gynécologue avec qui on s'était pris la tête. Je lui précise bien que on va voir ce qu'elle va nous dire, mais que moi, je ne veux pas qu'elle soit là. Ouais. J'avais déjà dit aux sages-femmes, j'en avais dit clairement que elle, je ne voulais pas qu'elle me touche. Donc, j'en avais dit, dites-moi comment ça va se passer, comment elle voit les choses, parce que sinon, clairement, je repars chez moi. Donc, du coup, elle va en référer à la gynécologue et donc elle revient et elle me dit, écoutez, on part pas sur un déclenchement, on attend de voir les choses, comment elles se passent. On vous laisse travailler tranquillement. Voilà, soit vous voulez repartir chez vous et dire, vous êtes encore loin du travail, mais bon, voilà. Soit vous pouvez repartir chez vous, soit vous revenez demain et on voit comment on évalue ça, comment les choses avancent. Et sinon, par contre, demain,
il y aura un déclenchement. Mhm. Bon, alors, on se pose la question avec mon homme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre à la maison? Est-ce qu'on repart? Machin. Finalement, un peu la flemme de repartir à la maison, on accepte de rester et on se dit, on va voir comment les choses vont se passer. Moi, je pars sur l'idée, déjà, je suis davantage confiante et je pars sur l'idée du déclenchement sur le lendemain. Mhm. Et je me dis, OK, bon, ils m'ont expliqué comment ça va se passer. La sage-femme a été super rassurante. Je sais qu'à moins qu'il y ait un gros problème, c'est pas la gynécologue qui sera là. Mhm. Donc déjà, là, je suis comment Et plus dire, relax. plus relax, ouais. Donc voilà. Donc, la journée se passe tranquillement. Mon homme, il va faire ses petites courses parce que du coup, entre-temps, on a faim quand même. Mhm. Donc, il vous donne une chambre, vous pouvez vous Donc, il installer. nous donne une chambre, on va s'installer. Moi, j'en profite, du coup, on fait les allers-retours tous les deux. Du coup, ça me fait marcher. Bah oui. Bon, même si les douleurs sont là et que cette douleur-là, punaise, enfin, je saurais vraiment pas la décrire, quoi. Mais pour moi, même à ce moment-là, c'est pas des contractions, c'est un peu de la souffrance, quoi. D'accord. Et même pas des douleurs de règles, c'est une grosse barre en bas du ventre. Et clairement, ça me coupe le souffle à chaque fois. D'accord. J'arrive même plus à respirer, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc bon, je me demande si c'est normal. Il y a cette petite inquiétude là derrière, mais bon, je me dis, il fait son petit bonhomme de chemin, hein, voilà, il arrive. La journée passe tranquillou. Le soir, vers 18h, j'ai à nouveau mon contrôle. Là, c'est la fameuse gynécologue qui passe dans ma chambre. Elle me fait un nouveau toucher vaginal. Pour elle, elle estime que je suis à 3-4 centimètres. Et quand elle ressort sa main, ouais, voilà. Donc ça avance quand même, très lentement, hein, quand même, mais bon, ça avance. Donc moi, je me dis, bon, ok, 3-4 centimètres, en sachant que les deux premiers, ils sont arrivés quand même relativement vite, hein. Mhm. Là, je me dis que on est tranquille, c'est parti pour le déclenchement le lendemain, mais bon, Mhm. j'y vais vachement plus sereine. J'ai encore le temps. Donc, bien sûr, j'ai mangé, parce que pour moi, j'avais le temps. Et là, la gynécologue, elle m'interdit de manger et de boire. Oh, on sait jamais, nanana. Mais bon, moi, je suis là, c'est bon, on attend. Donc, en cachette, je mange le soir, au repas du soir. Je mange un petit truc quand même, parce que j'ai la dalle, mine de rien. Et puis, je vais me coucher. Vers 19h, 20h, je vais me coucher parce que franchement, je suis KO. Je suis vraiment claquée. Et puis, je me dis qu'il me faut des forces pour le lendemain quand même. Parce que ça me fait mal, mais enfin voilà. J'arrive à mieux supporter les contractions quand je suis allongée. Ouais. Ton homme, il reste avec toi ou il repart pour la nuit? Non, il reste avec nous. Mais là, c'est le week-end. J'ai ma belle-mère, j'ai ma belle-sœur qui est à la maison. Donc, Donc, vous êtes on est tranquille, ouais. tranquillou, on peut rester tous les deux sans se poser de questions. Elle avait prévu de repartir le lundi. Donc, au pire, le lundi, lui, il rentre à la maison, même si j'ai pas encore accouché ou même si j'ai accouché, peu importe, voilà, quoi. Ok. Donc, au moins, on est tous les deux dans la chambre, ensemble, et tout se passe bien. On est relax. Et à 23h, j'ai à nouveau un nouveau contrôle de la sage-femme avec un nouveau toucher vaginal. Il n'y a rien qu'à changer. Je suis toujours à 3,5, 4. Mais par contre, là, bon, j'ai dormi. Je me sens toujours autant fatiguée. J'ai le monito. Mais au monito, il y a bébé on sent son rythme qui ralentit en fonction de ma position. Donc, quand je suis allongée sur le côté gauche, bébé, il se porte pas trop bien les contractions. Donc, il faut que je me bouge un petit peu. Mais je me rends compte que quand je, quand je me mobilise, en fait, dans le lit, les contractions, elles commencent à devenir vachement plus présentes et elles me font vachement mal. Mm. Donc, à la fin du monito, j'ai quand même la sage-femme qui me propose d'aller dans la salle nature, de prendre un bain pour me détendre, tout ça. Et moi, sur le coup, je suis tellement fatiguée que je lui dis non, quoi. Mm. Je lui dis non, j'ai envie de rester au lit, je suis tranquille, enfin voilà. Et bon, bon, elle s'en va. Elle me dit si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je dis ok, pas de souci.
allez, ça va. Et là, je demande à mon homme de m'aider à me lever pour aller aux toilettes. Et en me levant pour aller aux toilettes, je suis prise de tremblements, mais incroyable. Enfin, j'ai froid, j'ai super froid. Je claque des dents. C'est incontrôlable. Et je suis littéralement frigorifiée. Donc là, mon homme, il insiste un petit peu en me disant, t'es sûr, tu veux pas aller te réchauffer? Un bon bain, ça te ferait pas de mal, quoi. Puis bon, je vois que quand même, tu commences à avoir un petit peu mal. Donc, bon, j'ai dit, OK. Ça m'embête parce que bah, il faut quand même que je retourne en salle nature et je me dis que bah, vu que je suis qu'à 3-4 cm, j'ai pas envie de passer ma nuit dans la salle nature et dans la baignoire. Mais bon, je me dis, un bon bain chaud, ça va me faire du bien. Là, j'en ai besoin. Que même dans la chambre de la maternité, j'ai essayé de baisser la clim, mais la ventilation, elle est froide, donc je me sens pas bien. Donc je me dis, allez, hop, un petit bain chaud, ça va me faire du bien. Donc sur la route, parce que pour moi, c'est la route. Hein. Sur la route qui mène à la salle nature, j'ai 2 contractions qui me font m'arrêter en plein milieu du couloir. Euh, je souffle vachement et je dis à la sage-femme, enfin, je dis à la sage-femme et à mon homme, je dis, oula, là, ça va être du costaud. Et je sais pas comment je vais passer la nuit, mais je sens que je vais bien galérer, quoi. Donc, bon, on arrive dans la salle nature. Elles avaient déjà tout préparé parce que mon homme les avait prévenus avant. Donc, franchement, trop mignonne. La sage-femme et l'auxiliaire, elles avaient tout préparé, tamisé les lumières. J'avais l'écharpe pour me suspendre dans la baignoire, du coup, parce qu'au-dessus de la baignoire, ils avaient mis comment dire, qu'ils appellent un bras, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu les mots. Donc voilà, j'avais de quoi me suspendre dans la baignoire. Après, si j'avais envie de me suspendre à côté, je pouvais aussi parce qu'ils ont un système qui permet de s'asseoir et de se suspendre en même temps. J'avais le ballon aussi, si j'en avais envie. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore? Bah, j'avais la possibilité de mettre de la musique, mais finalement, j'avais pris mon ordi et ça captait pas. Ok. Donc, du coup, j'ai pas pu mettre ma petite musique de relaxation. Mais j'ai mis ma musique toute l'après-midi. Et c'est ce qui m'a... En fait, j'ai dormi sur la musique, sur ma petite musique de relaxation. Là. Donc, voilà. Et donc, j'arrive dans l'eau. À cette femme et mon homme, bah, ils m'aident à habiller parce que moi, clairement, j'ai tellement gros billes, j'ai tellement mal tout que j'arrive même pas à me baisser pour enlever ma culotte. Et j'ai tellement froid que voilà, quoi. Donc, du coup, ils m'aident à rentrer dans la baignoire. Et là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à trouver une position confortable dans la baignoire qui m'aide à gérer mes contractions. Parce que là, les contractions, elles ont vraiment commencé à s'accélérer, à devenir vraiment douloureuses. C'est toujours pareil, cette douleur. Et là, elle commence à irradier dans mon dos. Donc, j'ai mal dans les reins, j'ai mal dans le dos, j'ai mal... j'ai... enfin, comment dire? J'ai tout mon bassin qui me fait souffrir, en fait. Vraiment, c'est de la souffrance. Donc, je souffle autant que je peux. J'ai très, très chaud. Et enfin, c'est terrible. Du froid au chaud. Voilà. Je passe je suis congelée, je claque des dents. J'avais l'impression d'être au pôle Nord. J'ai l'impression d'être au Sahara, quoi. T'avais pas de fièvre? Non, j'avais pas de fièvre du tout. Non, rien du tout. Ok. Moi, je pense que c'est la chaleur du bain. Bon, du coup, c'est efficace. Mais ça me soulage pas tant que ça. Ok. Voilà. Mais pour moi, c'est agréable parce que bah, du coup, j'ai chaud, je me sens bien, voilà, je suis dans la pénombre. J'ai mon homme à côté de moi. Lui, il essaie de regarder bah, ce qui se passe. Il ne voit rien, du coup, parce que dans la position, c'est un peu compliqué. Et je ne sais pas combien de temps je reste dans la baignoire, mais à un moment donné, il y a la sage-femme qui revient. Et oui, avant qu'elle revienne, il y a cette remarque que me fait mon homme qui me fait rire. Il me dit, t'as de la fumée qui sort de la foufoune. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, c'est à ce moment-là qu'il me sort de ma bulle parce que voilà, moi, j'étais en train de souffler mes contractions. Hein. J'étais dans mon truc, je sentais que je commençais à partir.
Et dans ma tête, je me disais que j'allais pas tenir toute la nuit comme ça, que c'était vraiment trop intense, quoi. Et il me dit, c'est bizarre, t'as de la fumée qui sort de la foufoune. Je lui dis, mais n'importe quoi, toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis vraiment dans un demi-monde. Je suis pas encore tout à fait dans ma bulle, je suis pas encore tout à fait présente à ce qui se passe, mais voilà. Je, j'essaie de me laisser aller, mais en fait, là, dans ma tête, c'est clairement la tempête parce que j'ai vraiment très mal et que je me dis que je vais pas tenir toute la nuit comme ça et que demain, ils vont me déclencher, que je souffle le martyr, je suis à 3 centimètres et demi. Allez, à tout péter, si j'ai de la chance, je suis actuellement à 4, 5. Je vois à l'horloge, il est à peu près peut-être minuit ou 1 heure du matin, je sais plus vraiment quelle heure il est. Mais je me dis que bah, je suis en train quand même de me poser la question si je vais pas demander la péri, quoi. Mmh. Donc, bon, la sage-femme arrive pile à ce moment-là. Elle me dit qu'on va faire un monito. Là, j'ai juste envie de l'insulter. Dans ma tête, je dis, mais qui tu veux? C'est quoi ton problème? Tu vois pas que je suis en train d'accoucher? Et toi, tu veux faire un monito? Je suis trop bien dans mon bain, fous-moi la paix. Dans ma tête, c'est ça. Et puis, bon, j'ai quand même envie de faire pipi. Donc, je me dis, dans tous les cas, il va falloir que tu sortes de la baignoire. Donc, bon, bah, on va lui faire plaisir, hein, on va lui faire son monito. Donc là, je sors de la baignoire tant bien que mal. C'est le même scénario qu'au début. Bah, mon homme, il est obligé de me tenir. C'est ma béquille, clairement. Mmh. La sage-femme aussi. Je suis obligée de sortir de la pièce parce qu'ils ont les pièces en enfilade donc pour aller aux toilettes. Et là, j'arrive sur les toilettes. Et puis, bah, en fait, clairement, c'est la tempête. Il y a Mmh. tout qui se précipite. Je souffre le martyre. C'est horrible. Et puis là, à ce moment-là, j'ai envie de demander, je vais pour ouvrir la bouche et demander la péridurale à la sage-femme. Je lui dis que, enfin, clairement, je vais pas pouvoir continuer. J'ai envie de vomir, donc je vomis en même temps et je suis sur les toilettes en même temps que je fais pipi parce qu'ils ont bien calculé leur coût, là, les ingénieurs dans le truc. C'est vraiment tout est collé, donc je peux faire pipi et vomir en même temps. Donc tu as vomi dans le lavabo? Et au moment où j'ai une contraction mais horrible qui me casse en deux, j'ai la poche des os qui éclate. Donc je me rassois direct sur les toilettes. Et là, au moment où la poche des os éclate, je me mets à pleurer dans ma tête et je me dis, mais parce que pour moi, je suis encore à 5, allez, 6 à tout péter. Et je souffre, mais c'est l'horreur. Et je me dis, demain, j'ai un déclenchement, ils vont me mettre un tampon, mais ça va pas être possible. Mais Mmh. genre, en plus, je suis même pas dans mon truc. À partir du moment où la poche des os a éclaté, ils mettent plus de tampon. Mais là, je suis encore dans mon tampon, dans mon déclenchement du lendemain. Et je souffre comme c'est pas possible. J'arrive à peine à tenir debout. Et donc, du coup, bah, j'ai la sage-femme qui arrive avec le fauteuil, là. Et elle me dit, mais vous n'allez pas nous le faire dans les toilettes, hein? J'arrive à peine à articuler, lui dire que bah, je suis clairement pas du tout bien positionnée parce qu'il n'y a pas de cuvette dans les toilettes des hôpitaux. Mmh. Donc, l'ouverture, elle est immense. Bon, ok, j'ai des grosses fesses, mais pas suffisamment grosses pour être bien installée sur les toilettes. Et du coup, ça me fait encore plus mal. Et, euh, et elle me demande de m'asseoir sur la chaise. Donc, j'essaie tant bien que mal. Pour moi, c'est pas possible. C'est mon homme qui va presque me jeter sur la chaise. Et là, donc, bah, j'arrive sur la chaise, elle me transporte jusqu'à, comment dire, jusqu'à la salle de naissance. Et à la salle de naissance, elle me demande de monter sur la table. Mais pour moi, c'est pas possible. J'ai tellement mal, je n'arrive même pas à lever une jambe pour sortir de mon fauteuil. Donc, c'est mon homme de l'autre côté, je m'agrippe à sa main pour monter sur la table de naissance. Et je me retrouve un genou sur la table, un pied dans le vide, à moitié entre le repose-pied du fauteuil qui m'ont apporté. J'ai l'autre main qui a grippé à la tête, oui, à la tête qui est à moitié relevée de la table de naissance. Et je suis là comme ça, en pause. Et j'ai dit, je suis en train de crier à la sage-femme que je peux plus. Je crie mes contractions, je les hurle. Franchement, là, c'est bestial, quoi. Autant pour mon fils à la maison, j'ai pas fait un seul bruit. C'était tranquille. Mais là, c'est tellement intense.
que c'est une vraie tempête. Je réalise pas du tout. Hein. Pour moi, là, puis j'ai envie, j'arrive même pas à articuler que je veux lui demander la péri, tellement que j'ai mal. Je la sens juste qui passe sa main entre mes jambes, tant bien que mal. Je crois qu'elle galère vraiment, la pauvre, pour me poser la sonde du monito. Et à ce moment-là, ben, j'entends le cœur de mon bébé qui bat. Et ben, je me concentre sur ce battement de cœur là. Ça me fait un petit peu reprendre ben, mon souffle parce que ben, toutes les histoires de on souffle doucement, on respire, tu te concentres. Non, là, moi, je fais le petit chien. Je suis là, j'allaite, je n'ai plus aucune respiration. J'hyperventile, enfin, c'est terrible. J'ai des gouttes de sueur qui tombent de mon nez et je suis toujours à moitié à quatre pattes sur la table. Et elle me demande de bien m'installer, mais je lui dis que c'est pas possible, je peux pas, je suis à bout de force, je peux plus rien faire. Et à ce moment-là, je pense que je reste comme ça peut-être une dizaine, un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, j'en sais rien. Et au bout d'un moment, ben, je me rends compte que ça pousse. J'ai une contraction qui me fait mal, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse en fait. Donc je lui dis, et elle me dit oui. Genre, ben oui, oui, ça pousse. Genre comme si elle le voyait que ça pousse. Ben, c'est vrai que là, ben, du coup, elle est vraiment, vu que je suis à quatre pattes et qu'elle, elle est, dire, elle est enfin, accroupie, presque en dessous de moi. Ouais. Elle a une vue imprenable. Hein. Donc, effectivement, je pense qu'elle voit que le bébé arrive et qu'elle a. Là, j'ai pas eu besoin de toucher quoi que ce soit. Et je sens que c'est là que je réalise que mon bébé arrive. Donc, bah, forcément, pour la péridurale, c'est trop tard. Bon, bah, je prends un peu mon courage à deux mains, mais je suis en panique parce que j'ai tellement mal. C'est tellement intense, ces contractions, que je les connaissais pas du tout. C'est terrible. Et du coup, j'essaie de pousser là à quatre pattes, mais j'ai aucune force. J'y arrive pas. Mais j'ai même pas la force de me mettre sur le côté. Donc, dans ma tête, là, j'essaie un peu de faire Tetris. C'est, tu dois le sortir, tu dois te positionner. Comment tu fais? Et en équilibre sur la table, si je lève cette jambe, je me casse la figure de ce côté. Enfin bon, bref. Donc, mon homme, il voit que je suis à bout, là, je transpire, c'est incroyable. Donc, il prend un haricot, il essaie de me faire du vent. Ça me fait un bien fou, mais en fait, je lui arrache le haricot des mains. Je le fais valdinguer à l'autre bout de la pièce et je m'accroche à son bras et j'ai dit arrête. Le pauvre, je crois qu'il n'aura rien compris. Et je suis à deux doigts de le mordre, de mordre son bras tellement que j'ai mal à ce moment-là et je hurle que ça pousse. Mais j'arrive pas. Je sens qu'à ce moment-là, comment dire, la douleur est tellement intense que j'arrive pas à pousser en fait. Donc je retiens un petit peu. Et j'ai le stress aussi parce que j'entends le cœur de mon fils à chaque fois que j'ai la contraction et que ça pousse et que je sens que sa tête sort. Je sens qu'il y a son rythme qui descend. Il y a son cœur qui ralentit. Et en fait, je vois au visage de mon homme, parce que moi, j'ai la sage-femme qui est derrière mon dos, je vois au visage de mon homme que c'est vraiment pas bon. J'entends la sage-femme qui me dit oui, allez-y. Enfin, dans sa voix, il y a mal d'angoisse. Elle essaie de me rassurer, mais elle n'est pas rassurée non plus. Donc moi, du coup, sur le coup, je me dis bon, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je donne tout. Mais c'est tellement dur, c'est tellement dur. Donc, je pense qu'il y a peut-être deux, trois, quatre contractions qui passent facile comme ça. Et à un moment donné, là, je sens la sage-femme qui est clairement angoissée parce que la dernière fois, juste avant que la tête sorte, j'entends plus le rythme. J'entends que le rythme ralentit jusqu'à ce que j'entende plus rien. Et là, elle me motive pour que je pousse. Donc là, bah, je pousse tout ce que je peux sur la contraction qui arrive et qui le fait sortir en même temps. Mais c'est intense. Clairement, j'ai vraiment eu la sensation que j'ai été écartelée. Bah, justement, au moment où ça pousse, c'est juste au moment où, 2 secondes avant, en fait, je me suis écroulée comme une vieille chaussette sur la table et j'ai réussi à me mettre sur le côté. Donc, du coup,
c'est là où j'ai réussi à pousser, mais en poussant sur le côté. Donc, j'étais allongée sur le côté, la jambe un peu relevée. Par contre, il n'y a personne qui me tenait la jambe ou quoi que ce soit. Et là, la tête de mon fils est sortie en une fois. Par contre, j'ai senti, juste au moment où la tête est sortie, le corps n'est pas sorti en entier, il y a juste eu la tête. Donc là, elle était rassurée. J'ai senti là dans son branle-bas de combat qu'elle avait tout lâché. Et c'est le seul moment de mon accouchement où j'ai pas trop apprécié parce que j'ai senti qu'elle trifouillait et en fait, elle a essayé d'enlever le cordon. Il était enroulé. Il était enroulé autour de son corps et je sentais qu'elle tirait et ça m'a fait super mal. Ça, c'était horrible. Mais j'avais tellement peu de souffle que j'étais incapable de lui dire d'arrêter. Et à ce moment-là, il y a une contraction qui est arrivée et du coup, tout le corps est sorti en même temps. Et en fait, il avait le cordon en bretelle, comme son frère d'ailleurs. Il avait le cordon en bretelle. Donc, bon, après, en soi, c'était rien de grave, mais bon, c'est juste que la sage-femme a voulu intervenir à ce moment-là. Et là, par contre, ça m'a fait un mal de chien. Et puis, voilà, mon fils est né. Et là, à ce moment-là, j'arrive vraiment pas à réaliser. Elle me dit, prenez-le. Moi, je suis tellement de l'intensité des contractions et de la rapidité du truc que j'arrive pas à réaliser que mon bébé est là et que je l'ai entre les mains. Donc, elle me le pose sur moi. Du coup, j'aurais même pas eu le temps j'aurais même pas pu l'observer, en fait. Le regarder comme j'ai pu le faire avec mon fils. Là, je l'ai juste sur moi, en mode, c'est quoi ce truc qu'on m'a mis là? T'es pas encore accouchée, je dois être déclenchée demain matin. C'est ça? On m'a dit c'était un tampon demain à 8h. Et voilà, donc je redescends tout doucement. Je réalise, j'ai mon homme qui se met à pleurer et qui me dit qu'il est fier de moi, mais moi, je sais même pas de quoi il parle. Et c'est quand mon petit homme se met à pleurer là sur moi que je réalise qu'il est là. Et du coup, c'est là où je me tourne vers mon homme et je suis vraiment sous le choc et je dis oh, il est là, ça y est, il est là. Et voilà. Et du coup, je découvre mon petit bébé, mon petit Elio, mon petit rayon de soleil, qui est arrivé comme un boulet de canon. Parce que au final, c'est le lendemain qu'on va réaliser. Parce que à ce moment-là, je regarde l'horloge et il est 3h02 ou 3h05, un truc du genre, de ce que je me souviens. Et, et je me dis, bon, c'est quand même, il est né rapidement, mais sans plus. C'est quand même 3h du matin. Pour moi, à 23h, j'étais à 3,5 cm. Et le lendemain, dans le berceau, en fait, c'est là qu'on va réaliser que j'avais oublié, mais c'était le changement d'heure. Donc, du coup, il est né à 1h59 et le placenta est né à 3h11. Voilà. C'est le médecin qui me fera la réflexion en me disant, oh, quand même. Parce que du coup, le lendemain, la gynécologue vient me voir et visiblement, elle est un petit peu dégoûtée que tout se soit bien passé et aussi vite. Parce qu'elle essaie de trouver un petit truc à redire. Et le seul truc qu'elle trouve à redire, c'est ah, quand même, c'était long la délivrance du placenta. Hein. Vous n'avez pas eu d'hémorragie? Non, pas du tout. Non, parce qu'il s'est quand même écoulé 1 heure entre la naissance du bébé et la naissance du placenta. J'ai dit ah bon? Et c'est après que la sage-femme va lui dire ben non, il y avait changement d'heure, donc il y a juste eu 10 minutes entre la naissance du bébé et la naissance du placenta. Oui. De toute façon, la sage-femme, elle n'aurait pas pu le laisser aussi longtemps. Voilà. Donc, du coup, elle a fait ah et elle est partie. Je crois qu'elle était dégoûtée. Parce que du coup, elle est rentrée, elle m'a dit ah, il n'y a pas eu de déclenchement, il n'y a pas eu de point. Ah, quand même, 3,9 kg. Ah ben non, son grand frère, il faisait 4 kilos. Ouais. Donc, voilà. Du coup, un bébé qui est né quand même, on va pas dire d'une manière naturelle, parce que j'ai quand même eu l'injection d'ocytocine pour la délivrance du placenta. Oui. Mais clairement, mon petit homme a refusé le déclenchement. Ouais.
Et alors, donc, vu tout ce qu'on t'avait dit sur les risques avec le diabète et tout ça, ton bébé risquait de mourir, j'imagine qu'il a été hyper surveillé après la naissance. Ben justement, pour faire le résumé de toute cette petite histoire de diabète, à partir du moment où je suis rentrée à la maternité jusqu'à ma sortie, j'ai pas eu de contrôle de mon diabète. Donc, je suis arrivée le samedi matin à 8 heures. On m'a fait faire une surveillance glycémique juste avant de partir, puisque c'est le protocole. Donc, en fait, ma surveillance glycémique, je l'ai faite le mardi sur la journée, donc juste 6 piqûres. Mon bébé, lui, il a été surveillé les 24 premières heures et il était juste au top parce que, si je me souviens bien, il avait des dextros peut-être même un petit peu élevés. C'était plutôt une légère hyperglycémie plutôt qu'une hypo. Comme toi, finalement. Voilà, comme moi. Mais pour eux, ça a été nickel. Et au final, on n'a rien eu. Tout était impeccable. Il a tété comme un chef dès le début. Des bonnes tétées. Et voilà, donc ouais, effectivement, on nous a fait tout un speech de pas mal de choses pour pas grand-chose, puisque en plus, même moi, j'ai même pas été surveillée, quoi. Et on m'a imposé de pas manger, de pas boire. Bon, pour autant, j'ai pas fait cas, mais en attendant, clairement, c'est un non-sens parce qu'on a besoin d'une énergie folle et en sachant qu'on fait un diabète et que du coup, en étant sous insuline, potentiellement, hein, parce que bon, moi, je l'étais pas, mais en étant sous insuline, on peut faire des hypoglycémies et en plus, ils le savaient très bien puisque je leur avais dit que je faisais des malaises hypoglycémiques. Clairement, si j'avais gardé mon protocole, j'aurais pas tenu, ça c'est sûr. Je le sais parfaitement que j'aurais pas tenu parce que même sans faire d'efforts, puisque ma grossesse, je l'ai passée quasiment pas alitée, mais sur mon canapé, parce que j'avais tellement pas d'énergie, que là, avec tout l'effort que j'ai fourni, sans rien faire, je faisais des hypoglycémies. Ben là, c'était impossible, quoi. Donc, ouais, je suis contente de moi de nous être fait confiance et d'avoir fini cette grossesse avec moins de pression. Ouais. Bah, du coup, Voilà. ça rejoint une des questions que je voulais te poser, c'est quoi ta plus grande fierté dans cet accouchement-là? Pour cet accouchement, ma plus grande fierté, ça a été cette phrase que j'ai trouvée sur Facebook et que du coup, j'ai partagée avec le reste des mamans de collectif naissance. C'est les seuls moments où j'ai douté de moi, c'est quand j'ai écouté les autres. Et clairement, j'ai douté de moi pendant pratiquement toute ma grossesse à cause de ce diabète. Parce que tout le monde me disait que ça allait être compliqué, que voilà. Et au moment où j'ai décidé de me faire confiance parce que je sentais au fond de moi, dans mon corps, que ce traitement, ça me convenait pas et que tout irait bien, effectivement, voilà quoi. Je peux pas dire que c'est ce qui se passera pour tout le monde, mais en tout cas, ça a été ma vérité. Et je suis vraiment très fière de m'avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à mon bébé et d'avoir refusé cette avalanche d'interventions qui, qui me faisait, mais qui m'a fait flipper. Alors, c'est vrai que pendant tout le programme, on dit qu'il faut travailler sur ses peurs. Et là, du coup, moi, c'est ma fierté, cette peur-là, parce que c'est clairement celle qui m'a fait, comment dire, sauver mon accouchement, on va dire. Parce que j'ai eu trop peur de souffrir pour rien, j'ai eu trop peur du déclenchement. Et grâce à ça, j'ai pu vivre l'accouchement que je voulais. C'est pas l'accouchement de mes rêves, mais c'était clairement, une belle naissance aussi, quoi. C'est celle qui t'a permis d'oser finalement. C'est ça. Ok. Ouais. Et alors, on pourrait se poser la question de pourquoi tu es revenue dans Objectif Naissance? Parce que tu étais déjà venue il y a 2 ans, donc tu avais déjà toutes les infos. Pourquoi tu es revenue? Et bien déjà, parce que la première fois que j'ai fait le programme, c'était un programme en 4 semaines, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oh, je me Ouais. souviens pas.
Et du coup, tu faisais partie de la toute première session, donc c'est vrai que le ça. programme était moins riche qu'aujourd'hui. Voilà. Bon, c'était surtout par curiosité aussi, parce que je voulais voir ce que tu avais rajouté au programme. Et, et aussi pour revivre ce partage et tout ce que j'ai vécu la première fois. Bon, c'est vrai qu'on n'était que deux mamans à ce moment-là. Mais du coup, là, je me suis dit, avec plus de mamans, ça sera différent. On va avoir des expériences différentes. Et oui, c'est vrai que j'avais quand même, comment dire, j'avais quand même du contenu et des connaissances, mais j'avais besoin de me. En fait, ce qui m'a fait revenir vraiment, c'est ce besoin d'avoir cette dynamique-là pendant la grossesse. Parce que, ok, je te suis toujours sur Facebook et sur Instagram. Ok, je suis d'autres comptes, mais le programme, pour moi, c'est une manière de me coacher en fait. Donc, et clairement, j'ai bien vu aussi la différence puisque l'expérience de toutes ces mamans, pour moi, ça m'a porté là pendant 9 mois. Le contenu que tu as rajouté et puis le partage. Ce qui m'a vraiment aidé là cette fois-ci, c'est vraiment les partages avec les mamans, d'avoir leurs expériences de toutes ces mamans qui se sont fait déclencher juste avant pour moi, pour mon expérience, puisque au vu de mon accouchement, ça a été ça. Et en fait, c'est ça, ce qui m'a motivée, c'est de voir comment ça s'est passé pour elle et je voulais pas qu'il se passe la même chose. J'étais confiante aussi dans ce qui se pouvait arriver parce que du coup, c'était pas le même scénario non plus. Hein. C'est des mamans qui avaient été déclenchées pour dépassement de terme ou des choses comme ça. Donc, c'est différent, c'est sûr. Mais les enjeux sont pas les mêmes. Mais du coup, ouais, ça m'a motivée en fait. Et clairement, je regrette pas du tout. C'était une autre dimension, c'était une autre façon de voir et de faire. Mais au final, je me rends compte que pour chaque accouchement, enfin chaque grossesse, elle a besoin de son accompagnement. Ouais, oui, il se passe jamais vraiment la même chose. On a toujours des nouvelles questions. Donc, voilà, c'est ça. C'est quand même chouette d'avoir quelqu'un à qui on peut les poser et puis ce groupe-là qui est là et qui est soutenant, quoi. Et puis, du coup, t'as rajouté tellement de choses aussi dans le programme. Moi, ce qui m'a été vachement utile aussi, c'est la semaine et les témoignages sur les césariennes. Parce que en ayant un bébé en siège, je me suis posé pas mal de questions. Depuis le début, moi, j'étais partie, ok, ce sera une césar, un bébé en siège. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux accepter les choses? Même si j'étais tout à fait motivée pour faire mon bébé en siège voix basse, quoi. Mais du coup, c'est la question de la césarienne pour pour mes premiers enfantements, elle s'est même pas posée. Oui. J'aurais eu une césarienne pour Tidiane, pour moi, ça aurait été hyper choquant parce que clairement, j'étais pas du tout prête, pas du tout préparée à ça. Ouais. Ça m'était même pas venu à l'esprit que ça serait possible. Alors que là, oui, j'avais cheminé et le fait d'avoir les témoignages des autres mamans, ça m'a pas mal aidé aussi. Du coup, j'étais prête dans ma tête. J'étais même vachement plus prête pour la césarienne que pour le déclenchement. Bizarrement. Ok, finalement, tu as eu ni l'un ni l'autre. Ouais, oui. Ouais, tant mieux. Hein. C'est des expériences que j'aurais pas vécues non plus, mais je veux dire, ouais, je m'étais préparée à plus de choses. Super. Écoute, merci beaucoup Myriam, en tout cas, d'être venue pour nous raconter cette nouvelle histoire. Avec plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi.